Bonjour tout le monde, merci d'être là, d'être fidèle comme d'habitude à la chaîne. Merci d'être fidèle lorsque je sors une vidéo, mais là je ne sais pas quand est-ce que celle-là sortira. En tout cas, j'espère que vous allez bien, moi tout va bien ici. Alors je vous invite bien sûr pour commencer à vous abonner, à partager, à liker, à faire des commentaires sur quelques vidéos, short ou vidéos plus longues, à vous de voir. Partagez cette vidéo sans retenue, il n'y a pas de limite, hein, en tout cas pas de mon côté. Mettez un pouce et activez la clochette, très important. Alors aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de qui? Ben, d'abord, je voudrais vous faire un petit peu d'informations pour commencer, parce que je crois que il y a quelque chose qui se met en place, mais ça fait des années que nous le savions. Le budget BBZ, alors je ne vais pas dire le mot, mais vous voyez ce que ça peut sous-entendre. Budget, alors BBZ, le deuxième B, je sais pas, zéro, à taux zéro. Bon, ils veulent faire comme les États-Unis, mais ça, l'avantage américain, bien sûr, parce que Donald Trump fait bien sûr une budgétisation d'économie, mais en même temps, il augmente les droits de douane, ce qui donne à l'Amérique un avantage certain sur les rentrées d'argent. Bref, et surtout sur la compétitivité des États-Unis face à l'étranger, n'est-ce pas? Jusqu'à présent, les Américains donnaient de l'argent pour la défense, notamment des milliards à l'euro, à l'Ukraine, notamment, et puis bien sûr sur bien d'autres points. Alors, ce budget qui, en France, se met en place, normalement d'ici juin-juillet 2026, ce sera quoi? Eh bien, je vais vous le dire tout de suite. Il y a déjà les avantages sociaux, pas pour tout le monde, hein, pour ceux qui, parmi les gens qui en bénéficient, je pense à la caisse d'allocation familiale et quelques autres avantages, eh bien, ils vous seront progressivement supprimés. Mais ça, c'est moi qui le dis. Parce que faire des économies, le gouvernement va revoir tout l'argent qui est dépensé. Et ils appellent même les collectivités locales à se mettre au diapason pour faire sur leur territoire des économies. Mais sur quoi? Ben sur les aides, voyons. Vous croyez que le gouvernement, Emmanuel Macron, font des économies sur leur budgétisation, sur les dépenses? Mais que nenni! Vous plaisantez. Non, non, non. C'est vous, c'est moi, c'est nous tous qui allons payer pour les dépenses exagérées du gouvernement. Et je ne parle pas de l'argent donné tout récemment encore à l'Ukraine, à Volodymyr Zelensky. Hein? 2 milliards par-ci, 4 milliards par-là, 20 milliards, enfin bon, j'en passe. Toutes ces dépenses, eh bien c'est vous, chers amis, qui allez le rembourser. Et vous savez combien M. Bayrou a estimé la dépense par tête? Donc par PIB, hein, par habitant, y compris les nouveau-nés, hein, je rappelle. Ah oui, 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 oui. Même les nouveau-nés, eh bien, ils ont 50 millions de dettes. On a 50 000, pardon, 50 000, pardon, pas 50 millions, mais 50 000 à rembourser. Chacun de nous. Chacun de nous, nous devons rembourser 50 000 euros, et encore, c'est qu'une estimation que je crois en dessous de ce qui est les dépenses réelles du gouvernement. Parce qu'il faut, attendez, il parle de 40 milliards, mais il parle de 110 milliards d'ici 10 ans. 110 milliards. Et il y a bien plus que ça de dépenses que les derniers gouvernements ont fait. Gouvernement Macron, gouvernement Hollande, gouvernement Sarkozy, Jacques Chirac, François Mitterrand, les grands travaux, vous vous souvenez? Eh bien, tout ça, faut le rembourser maintenant. Il faut tout rembourser. Ah oui. Il faut repartir, comme dit M. Bayrou, à taux zéro d'investissement que l'État devra faire à l'avenir, à partir de 2026. Donc, il faut faire des coupes budgétaires, évidemment. Et ça, c'est un projet déjà de Madame Ursula von der Leyen qui en parlait déjà. Mais la dette par habitant, moi, je la connaissais déjà depuis une quinzaine d'années, vous voyez. Je savais qu'il y avait déjà 4 millions, non, 4 000, pardon, oh là là, décidément, ça va très mal. 4 000 euros par habitant, mais ça, il y a 15 ou 20 ans. Aujourd'hui, on est à 40 000, à 50 000, j'ai bien dit 50 000 par tête.
y compris un nouveau-né. Chère maman, si vous donnez la vie actuellement, sachez qu'il y a 40 000 euros que votre bébé devra rembourser un jour ou l'autre. Donc, évidemment, Monsieur Bayrou appelle à travailler plus, et non pas, comme disait Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. Non, travailler plus pour gagner moins. Ah ouais, là, non, non, c'est fini, ça, ces avantages bidons, menteurs, c'est fini. Bon, chers amis, nous allons parler aujourd'hui d'un roi de France. Voilà, j'ai fini l'actualité. Donc, c'est une actualité que je voulais vous donner parce que, voilà, c'est vrai que ça va très mal. L'Europe est à genoux, plus les droits de douane que Donald Trump a infligé à l'Europe, eh bien, il faut trouver de l'argent pour compenser. Et puis, attendez, il y a aussi le budget de guerre. Et ça coûte plusieurs milliards. Eh bien, c'est vous qui allez le payer. Si vous pouvez, vous le payez. Si vous pouvez pas, vous partez à la guerre. On vous coupe les comptes bancaires, vous ne mangez plus, vous ne buvez plus. C'est pour ça qu'ils veulent mettre la monnaie numérique en place rapidement. C'est pour ça, ils espèrent vite, rapidement, appliquer la politique de dystopie, hein, de rupture de tout ce que vous avez connu, chers amis. Vous qui avez mon âge et même un peu plus âgé, ce que vous avez connu avant, ben c'est fini. Oui, oui, je sais, oh, vous m'écoutez, et certains d'entre vous, peut-être, vous rigolez en disant, ah, Raymond, tu peux toujours dire ce que tu veux, de toute façon, moi j'ai une bonne retraite, je peux toujours placer mon argent. Ah oui, mais les dividendes, ils vont vous être confisqués. Ah, ils vont pas vous confisquer l'argent investi, mais ils vont confisquer vos dividendes. Faites attention à ça, chers amis. Et comment investir à l'étranger si vous êtes en France? C'est pas possible. Vous pouvez pas. Il faut partir dans un pays où il n'y a pas d'accord directement, bien qu'il faut le déclarer au fisc, hein. Moi, je vous dis pas qu'il faut tricher, hein. Il faut le déclarer au fisc, mais il faut trouver un investissement à l'extérieur du pays pour pouvoir éventuellement être garanti de vos revenus, quoi, de vos dividendes, parce que là, en France, si vous investissez dans le CAC 40 ou dans d'autres secteurs européens, bah, vos dividendes, hein, tapez-vous sur la ceinture, hein. Voilà, chers amis, alors j'ai passé quelques minutes, près de 7 minutes, à vous parler de l'actualité. Alors c'est grave ce qui se passe, hein, parce que, eh bien oui, déjà que vous aviez du mal à remplir vos caddies, chers amis, eh bien là, vous allez encore devoir tirer sur la ceinture encore un peu plus. On remercie Monsieur Éric Lombard, il porte le nom de ma famille quelque part, hein. Je ne sais pas si c'est un membre de ma famille maternelle, mais en tout cas, je suis pas très fier. Mais enfin bon, passons. Allez, nous allons parler d'Henri IV aujourd'hui. Alors Henri IV est un roi, vous allez voir, haut en couleur, auteur prétendument dit de manière populaire de la poule au pot, mais ça, bon, je ne sais pas. Alors je vous lis un petit peu le compte rendu, hein, de ce roi. Voilà un petit peu le portrait. Alors, roi de Navarre et chef des Huguenots, donc protestants, pendant les guerres de religion. Henri IV est devenu roi de France en 1589. Premier souverain de la dynastie des Bourbons. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les Capétiens, c'est fini. Nous rentrons dans la lignée des Bourbons jusqu'à Louis XVI, d'ailleurs, hein, si je ne me trompe pas. Il s'emploie à pacifier le royaume édit de Nantes. Ah oui, c'est lui qui a fait l'édit de Nantes pour vivre avec les protestants dans le royaume sans dommage pour les uns comme pour les autres. Alors, et à restaurer l'autorité de la monarchie mise à mal par la guerre civile, guerre de religion. Donc, entouré de bons ministres tels Sully, Henri IV réorganise le royaume de France. L'économie, des finances, l'agriculture, le commerce sont redressés. Tout est entrepris pour faire de la France un royaume prospère qui renoue avec la recherche artistique, culturelle et urbaine. C'est aussi sous son règne que sera relancée l'exploration et la colonisation du Québec, avec les expéditions de Samuel Champlain le long du Saint-Laurent, l'assassinat par Ravaillac le 14 mai 1610 forge la légende du roi au panache blanc et le fait entrer dans l'imagerie populaire au panthéon des monarques justes et bons. Oui, le panthéon n'existait pas à l'époque. Bon, passons. Henri Enfant, roi de Navarre, voilà. Né le 13 décembre 1553, Henri de Navarre était en quelque sorte un parvenu, un paysan des Pyrénées, un Béarnais,
un roi d'opérette pris en tenaille entre l'Espagne et la France. Pourtant, il était aussi premier prince de sang, accessible en ligne directe au trône de France, car il est descendant de Saint-Louis, par son père Antoine de Bourbon. Dès son enfance, après une éducation au bon air du Béarn, auprès de sa mère Jeanne d'Albret, il est l'objet de tractations et envoyé à la cour de France des Valois. Il devient un gage politique d'alliance entre les deux royaumes et un otage. En cette fin du XVIe siècle, nul n'aurait parié sur l'extinction de la race régnante des Valois. Henri II, fils de François Ier, avait eu une nombreuse descendance de son union avec Catherine de Médicis. Cette nouvelle génération va cependant disparaître et jeter la couronne dans un sombre jeu et une bataille dynastique dont la France se relèvera exsangue. Le rival des Valois donc. Alors, rien au départ n'annonce le destin du futur Henri IV. Rejetons des deux plus illustres lignées ayant embrassé la réforme. Ce prince du sang apparaît d'abord dans la France des guerres de religion comme le chef naturel du parti protestant, donc des Huguenots. Un chef dont l'influence repose également sur de vastes domaines personnels, ceux des Albrets, dans le sud-ouest, avec le titre royal de Navarre en Béarn, ceux des Bourbons Vendôme dans les Pays de Loire. Sa jeunesse s'est pressentie de la confusion du jeu politique qui a longtemps prévalu au temps des premières guerres. Voilà. Alors qui c'est ça Marguerite, reine de Navarre, d'accord. Élevé à la cour de France auprès de ses royaux cousins, il a néanmoins participé aux prises d'armes protestantes de 1567 et 1569. 3 ans plus tard, le roi de Navarre, tout nouvel époux de l'étincelante Marguerite de Valois, n'échappa à Saint-Barthélemy qu'en adjurant le protestantisme. En 1576, à 23 ans, il s'est enfui de Paris, où on le retenait comme otage dans une semi-captivité, pour retrouver la foi réformée et disputer à Condé, son parent, la direction du parti huguenot. Allié avec l'intrigant frère du roi et ses amis catholiques, malcontent, il apparaît alors comme un grand féodal, profitant des circonstances pour élargir son autorité personnelle. C'est seulement après que la mort de monsieur l'eut désigné comme futur roi de France. Qui est ce monsieur-là 1584 donc, que les événements révéleront en lui progressivement l'homme d'État. Dans la guerre des Trois Henri, le Béarn se bat pour faire valoir ses droits, mais s'efforce toujours, même contre le roi Henri III, d'apparaître en défenseur du bien public plutôt qu'en chef de parti, au risque même d'indisposer certains de ses coreligionnaires. Henri IV, la guerre des amours et la versatilité, Henri a passé plus de temps sur le cuir de sa selle que sur les velours d'un trône. La formation militaire assez spartiate de son enfance lui sera profitable. Chef des Huguenots dès 1569, lors de l'Assemblée de La Rochelle, c'est à ce titre qu'il mène une guerre ouverte contre le roi de France, pourtant sans héritier, et menacé par la montée en puissance de la maison de Lorraine et des Guises. Henri III décide un rapprochement avec Henri de Navarre. Henri III a tout juste le temps de faire assassiner le duc de Guise, qui succombe au poignard du moine Jacques Clément. Héritier désigné, Henri IV devra s'armer de patience
pour reconquérir le trône de France à partir de 1589. Rusé et stratège, ses qualités feront de lui un chef de guerre craint et respecté. Seul Paris lui vaudra un véritable camouflet, car la ville, fanatisée par les moines et la Ligue, ne rendra les armes qu'une fois qu'il sera converti et le reconnaît pour roi en 1594. Bon, l'Église, on sait bien ce que c'est, hein. Marie de Médicis. Une versatilité religieuse qui est assimilable à un certain opportunisme politique. Enfant, sa mère Jeanne d'Albret l'initie au calvinisme. Cependant, Henri IV ne sera jamais Saint-Louis et aura pour la religion un certain détachement lui permettant une grande tolérance. On ne compte plus ses adjurations, son va-et-vient entre la foi catholique et protestante battant l'étendard des Huguenots. Ces derniers prendront assez mal sa conversion dans le but de ceindre la couronne des lys. Tolérant, il proclame l'édit de Nantes le 13 avril 1598, édit de Nantes qui sera jeté par terre, démoli, déchiré par Louis XIV, mais on en reparlera. Doit se convertir au catholicisme et pense ainsi à régner, du moins pour un temps, la question des guerres de religion. À cette versatilité s'ajoute celle des femmes. Marié pratiquement à Marguerite de Valois, Henri IV est prisonnier de ses sens et ne peut s'empêcher de promettre tout et n'importe quoi, y compris le mariage. Il signe des contrats s'engageant à faire reine de France telle ou telle de ses aventures, au rang desquelles Gabrielle d'Estrées, par exemple. Henri est cependant marié et va entamer une longue procédure de séparation d'avec Margot, recluse dans sa captivité. L'héritière des Valois refuse de laisser la place à des intrigantes et aventureuses et fait tout pour faire traîner la procédure. Elle n'acceptera de s'incliner devant Marie de Médicis, la banquière. Ah bon, c'est pourtant pas une Lombarde. Je crois pas, hein. Enfin je sais pas. La France en 1598, au sortir de ses 40 années de crise et de guerre civile, la France se trouve dans un profond désordre matériel et moral. La saignée démographique est surtout grave parce qu'elle l'accompagne de ruines économiques. Elle s'accompagne surtout de ruines économiques, pardon. Le passage incessant des gens de guerre a ravagé les campagnes. Dans certaines provinces, les fermes et les villages sont à demi désertés, les champs délaissés, le cheptel anéanti et la famine rôde. Les villes sont surchargées de réfugiés, de chômeurs, de malades, et les routes pleines de vagabonds, de mendiants, de soldats licenciés devenus brigands. Ah ben oui, un soldat qui peut plus se battre, il fait autre chose, hein. Ah, déjà des chômeurs, dis donc. Comme quoi, hein. Si le peuple a particulièrement souffert, si la petite noblesse a sans doute plus perdu que gagné au trouble, la grande aristocratie y a largement trouvé son compte, et les gens de finance ont fait de beaux profits, mais le grand vainqueur, c'est la bourgeoisie robine, donc des robes, hein, les juges, tout ça, principal appui du tiers parti, qui a finalement imposé au nom du bien public une solution de compromis. Elle y a gagné une certaine conscience de classe et un renforcement de son prestige social. L'institution monarchique n'en sort pas moins très diminuée de la crise. Le royaume est comme éclaté, les villes disputées entre les partis ont pris l'habitude et le goût de s'administrer elles-mêmes. Des provinces entières aux mains de gouvernements que les troubles ont fait tout-puissants échappent à l'autorité du roi. Financièrement, la monarchie est aux abois. Sous Henri III, les impôts ont considérablement augmenté, mais ils ne rentrent pas
soit qu'on refuse de les payer, soit que l'argent intercepté dans l'anarchie générale ne parvient pas jusqu'au trésor. Les officiers qui ont l'impression d'avoir eu plus que la royauté le sens de la chose publique sont tentés de s'en prévaloir pour augmenter leur rôle dans l'État. Et les parlements ont des prétentions à contrôler le fonctionnement des institutions. Signe manifeste donc de l'affaiblissement du pouvoir royal. Il a fallu à 4 reprises, 1560, 1576, 1588 et 1593, réunir les États généraux qu'on n'avait pas convoqués depuis 1484. Ah oui, quand même. Une contestation théorique s'est développée contre l'absolutisme. Les protestants, dès 1573, ont proclamé le droit des sujets à l'insurrection contre un souverain tyrannique. Et dans les rangs de la Ligue, il s'est trouvé des théoriciens du tyrannicide pour légitimer le meurtre d'un roi lorsque celui-ci manque à son serment fait lors du sacre de défendre la foi catholique. La loi catholique, pardon. L'œuvre d'Henri IV, alors, qui c'est ça? Sully. Ah voilà, le fameux ministre. L'œuvre d'Henri IV, alors. Je monte un peu. À son arrivée aux affaires, Henri IV décide en premier lieu le rattachement de la Navarre à la France, entités qui fusionneront lors de la Révolution. Mais le plus urgent est de rassurer ces anciens coreligionnaires huguenots et d'établir une existence pacifique des deux confessions. L'édit de Nantes, 1598, donc, accorde aux réformés l'égalité civile, une pleine liberté de conscience, l'exercice réglementé de leur culte et d'importants privilèges politiques, en particulier des chambres de justice, mi-parti et une centaine de places de sûreté. Je lis très mal, comme je vois pas très bien. Cette solution fait du protestantisme un particularisme comme les autres, noyé en quelque sorte dans l'immense masse des particularismes et des privilèges constituant la société d'Ancien Régime. Les Huguenots y gagnent un statut, mais le protestantisme risque d'y perdre son âme. Enfermé dans un carcan juridique, il va se démobiliser, s'endormir au moment où la contre-réforme tridentine est en train de porter ses fruits et de donner naissance à un catholicisme rénové, dynamique et militant. Bon, je dirais même plus que ça, hein, mais bon. La paix ainsi rétablie entre les Français, Henri IV peut se consacrer à la reconstruction du royaume. Par un mélange savant de fermeté et de mansuétude, il restaure l'autorité royale sur les féodaux, les États provinciaux et les communautés urbaines. Le maréchal de Biron, ancien compagnon d'armes qui complotait avec l'Espagne et exécuté en 1602, et le duc de Bouillon, éternel conspirateur, doit se soumettre en 1606. Mais jusqu'à la fin de son règne, le roi ne cesse de combattre le juridisme des Robins pour rogner les pouvoirs des parlements et autres cours souveraines. Alors les Robins, c'est les hommes de robe, hein, avocats, juges, bon, tout ce que vous voulez, quoi. Pas les curés, hein, non, pas les prêtres. Les Robins, à quoi que peut-être. Une sage, non, généralement c'est plutôt les juges, la magistrature. Une sage gestion des deniers et une habile fiscalité indirecte permettent à Sully de modérer la taille et de constituer au roi un beau trésor à la Bastille. En revanche, l'œuvre économique du surintendant a sans doute été surestimée. Bon. Ce gentilhomme terrien encourage surtout l'agriculture et, comme grand voyer, patronne une politique de grands travaux, routes, ponts, canaux, etc. Parallèlement, Barthélemy de La Fermasse
pose les principes du mercantilisme industriel et commercial qui, systématisé par Antoine de Montchrétien, 1615, inspireront la pensée et l'action économique de Richelieu, puis de Colbert. De tout cela reste surtout un grand œuvre d'urbanisme à Paris avec l'aménagement du Marais, la place royale des Vosges, le Pont-Neuf, la place Dauphine et de belles réalisations architecturales poursuivant la tradition des Valois au Louvre et aux Tuileries et surtout à Fontainebleau et à Saint-Germain. Saint-Germain-en-Laye. À l'extérieur, le Béarnais continue la politique anti-Habsbourg de ses prédécesseurs. En 1601, il contraint la Savoie, alliée traditionnelle de l'Espagne, à lui céder la Bresse et le pays de Gex. Donc la Bresse, c'est dans l'Ain. Et Gex, donc la frontière avec la Suisse. Et s'il ne peut empêcher, en 1609, les Provinces unies de signer la trêve de 12 ans avec l'Espagne, il profite du moindre incident dans l'Empire pour renforcer son alliance avec les provinces protestantes. Il était sans doute sur le point de reprendre la guerre contre les Habsbourg quand il est assassiné par Ravaillac. La légende du bon roi Henri. Alors ça c'est une légende, on ne sait pas trop exactement ce qu'il en est. Le 14 mai 1610, rue de la Ferronnerie à Paris, Henri IV a en effet rendez-vous avec la légende. François Ravaillac a commis le crime suprême d'assassiner un